Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à carfax.ca. Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé. Bon, Hugues est absent cette semaine, sera pour quelques semaines. Moi aussi, je le serai par la suite parce qu'on a le droit de prendre des vacances de temps en temps. On travaille beaucoup. Mais cette semaine, à défaut d'avoir Hugues pour nous parler de voitures anciennes, on va parler avec Alain Tourigny, qui est vice-président des voitures anciennes de Granby. L'événement a lieu dans 2 semaines à peine, alors on va discuter avec lui de tout ce qu'on va pouvoir voir sur place. Mais d'abord, quelques actualités, à commencer, Louis-Philippe, par le fait que le Salon d'Auto de Montréal a fait l'acquisition du SVEM. Ben oui, le Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal. Et hybride rechargeable, oui, c'est ça, il faut le souligner. Ouais. Une transaction assez particulière. On ne connaît pas, bon, évidemment, les détails, puis je parle pas des détails financiers, mais quel sera, par exemple, l'objectif du Salon d'Auto de Montréal? Est-ce qu'on va continuer à faire 2 événements distincts ou est-ce qu'on veut rapatrier le Salon des véhicules électriques à travers un seul salon? C'est à dire. Qu'est-ce qu'on a lu là, dernièrement, c'est que l'organisation va continuer à faire 2 salons. L'an prochain, on prévoit faire le salon du véhicule électrique et hybride rechargeable au stade IGA à Montréal, à la place du stade olympique, qui a été dans les coulisses un peu du stade olympique là, cette année, à cause des travaux et des nombreux travaux qui se passent au parc olympique. Mais en tout cas, l'an prochain, ça va se déplacer au stade IGA, qui est au coin, je pense, le Jarry-Saint-Laurent, là, le stade de tennis. Okay. Et puis pour les prochaines années, ça devrait être ça. Il va y avoir une transition. Là, je pense que c'est d'ici 2029. Là, on veut muter là, les deux salons. C'est sûr que ça pourrait être avant, ça serait mieux. Je pense qu'à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, il y aura tellement un fort pourcentage de véhicules électriques faire par les manufacturiers. Surtout avec les ambitions qu'on va parler tantôt des gouvernements au sujet des on peut même en parler tout de suite parce que, étant le roi de la transition, on peut passer tout de suite à cette annonce qui a été faite par le ministre Charette. On dit qu'officiellement, on va adopter un règlement à l'automne qui va forcer les constructeurs automobiles à ne vendre que de l'électrique en 2035 au Québec. Et là, on ne parle pas du Canada, on parle du Québec. Ouais. Tu sais, ça a été un projet de loi. On en a entendu énormément parler. Ouais. On continue de faire du millage là-dessus. Là, ce qu'on a appris récemment, c'est que dès janvier 2025, les crédits pour véhicules électriques vont être au ralenti. Et que là, ce qu'on veut, c'est forcer la main des acheteurs automobiles à aller de plus en plus vers de l'électrique. L'objectif est, on veut avoir plus de 2 millions de véhicules électriques sur la route au Québec en 2030. Et on veut que 2034 soit la dernière année où on va être capable de vendre des véhicules de promenade avec moteur à combustion. Qu'est-ce que ça va exclure? Bon, on n'a pas encore tous les détails. Là. On parle de véhicules électriques et hybrides rechargeables, là, comme je disais tantôt. Au début, c'était pas ça. On parlait de véhicules électriques, mais là, on inclut cette catégorie-là. Et c'est comme un game changer, ça, parce que justement, on conserve le droit de faire des véhicules à combustion. Par contre, ils doivent pouvoir parcourir un minimum de kilométrage sur les moteurs électriques, sur la batterie. Là, ce minimum de kilométrage-là n'a pas encore été déterminé, là, je pense, dans les paliers de gouvernement. Au Canada, on parlait de la même chose également. Donc, les paliers de gouvernement essaient de s'ajuster et de bomber le torse un peu sur cette réglementation-là. Puis là, comme tu as dit, le ministre Charette a annoncé que ça allait être un règlement qui allait passer, qui allait être annoncé à l'automne. Bon, mais on n'a pas plus de détails sur la chose. Non. Mais il y a clairement une volonté gouvernementale à se diriger en ce sens-là, alors qu'actuellement, les ventes d'électriques, et pas juste au Québec, là, mais à l'échelle nord-américaine, sont au ralenti. C'est-à-dire qu'au Québec, on continue de vendre des véhicules électriques, mais il y a peut-être un peu moins d'intérêt de la part des automobilistes
Il y en a qui font un pas en arrière. Il y en a qui choisissent une alternative. Bref. C'est ça. C'est assez particulier. Et là, on voit beaucoup d'inventaires chez les concessionnaires en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de véhicules électriques qui étaient destinés au marché de la Colombie-Britannique qui soudainement se retrouvent au Québec parce que la Colombie-Britannique a changé sa réglementation au niveau de l'admissibilité au crédit. Et comme il y a plusieurs véhicules qui, du jour au lendemain, ne se qualifiaient plus, on les rapatrie ici au Québec. Ce qui veut dire que les cours sont pleines et on n'a pas nécessairement tous les acheteurs pour pouvoir vendre l'ensemble de ces véhicules-là, notamment du côté de chez Toyota avec le fabuleux BZ4X. C'est un jeu d'équilibre. Ça colle, c'est ça. On a passé des lois également pour forcer les constructeurs à avoir un certain pourcentage à chaque année de commercialisation de véhicules électriques. Et d'un autre côté, on donne des incitatifs. On va en donner un petit peu moins à partir de 2025, mais aussi diriger le trafic vers les véhicules électriques. Mais là, on arrive dans des moments où est-ce que, dans les dernières années, on avait de la difficulté à se faire fournir. Donc, des gens qui arrivaient à la fin de leur location, à la fin du véhicule qu'ils avaient, ils ont décidé d'aller avec un véhicule à essence parce que, justement, ils n'étaient pas capables d'avoir un véhicule électrique. Donc, ça donne un autre tour de roue un peu quelques années avant que ces gens-là, qui étaient acheteurs de véhicules électriques, mais qui n'ont pas eu leur véhicule qu'ils voulaient, donc se sont redirigés vers les véhicules à combustion. Fait que là, on s'est retrouvé avec de l'inventaire. Je pense que ça va être le poids là, qui va, le législatif, l'éducation également des gens. Qu'est-ce que c'est un véhicule qui est bon pour vous? Combien de kilométrage que vous faites par année, etc. Donc, c'est pas évident. Je pense que le véritable pouls va se faire sentir lorsqu'il n'y en aura plus de crédit. Et ça s'en vient assez rapidement. Parce que là, on donne encore 5 000 au Québec. On donne encore 5 000 au Québec. Jusqu'au 31 décembre. C'est ça, 5 000 au fédéral. Le 5 000 va devenir 4 000, qui va devenir 2 000, qui va devenir rien pantoute. On espère que justement ça aide, parce que justement, le véhicule doit être livré avant le 31 décembre. Donc, juste avec ces inventaires-là, peut-être que des gens vont vouloir profiter de ces crédits-là pour une dernière fois. Mais moi, j'ai hâte de voir le jeu des constructeurs. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le véhicule coûte 3 000 $ de plus. Est-ce qu'on va mettre un peu plus de rabais? Est-ce qu'on va abaisser le taux de financement de 2 %? Est-ce qu'on va jouer avec ça pour que finalement le coût de revient soit essentiellement le même? Ça va dépendre comment les ventes vont cette année. Voilà. Mais moi, j'ai très, très hâte de voir ça. En tout cas, 2035, c'est que de l'électrique. Ça s'en vient plus vite qu'on pense. C'est une décennie. Et il y a une décennie, on vendait quoi comme véhicule? Regarde ce qui se vendait il y a 10 ans sur le marché, regarde ce qui se vend aujourd'hui. Oui, il y a une évolution. Il y a des véhicules qu'on vendait il y a 10 ans qui sont encore sur le marché. Ouais. Alors, ça n'a même pas changé. Un Mitsubishi RVR, là, ça me vient à la tête. On vend ce même modèle-là depuis 2011 et puis ça ne change pas. Alors, c'est un véhicule, oui, qui est outdated, mais c'est dire que c'est pas comme si on changeait littéralement de génération. Là. 10 ans, c'est pas si long, ça se passe très vite. Ouais. Il va falloir que les constructeurs... les nouveaux produits à moteur thermique qu'ils lancent maintenant vont avoir leur temps compté. Et tous les constructeurs le disent. Ouais. On continue de développer des moteurs thermiques parce qu'il y a de l'avenir là-dedans. Mm-hmm. Moi, je suis de ceux qui croient énormément aux hybrides traditionnels. Une Honda Civic hybride à 4,5 litres au 100, un Ford Maverick à 6 litres au 100, je trouve ça fantastique. Il n'y a pas de contrainte, c'est de la technologie qui est fiable, qui est éprouvée. Et ça consomme largement moins que... Et c'est ça, il n'y a pas de complexité au niveau de la technologie non plus. De réparer ça, c'est pas super compliqué. Alors, très, très hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Mais j'ai surtout hâte d'entendre les détails de cette annonce qui est prévue pour l'automne par le ministre Charette. Oui. Parlant de véhicules hybrides, roi de la transition, on parle on parle du Mazda CX-50 qui connaît pas le succès escompté depuis qu'on l'a lancé. C'est encore le CX-5 qui mène largement le bal chez Mazda. Et le CX-50, là, on va l'offrir avec une motorisation hybride. On dit aussi chez Mazda que dans les prochaines années, il y aura 4 véhicules qui offriront de la motorisation hybride traditionnelle. Est-ce que ça
peut vouloir dire que la prochaine Mazda 3 va être offerte en hybride, soyez-en assurés. Ouais, ça, c'est certain. Il faut multiplier la technologie et le faire à l'échelle. Là. C'est comme ça que c'est payant. Et là, ben, ce qui est assez particulier, c'est qu'on intègre une motorisation hybride dans le CX-50, mais qui n'a rien à voir avec Mazda. C'est une technologie 100% empruntée à Toyota incluant le moteur à combustion. Ben oui. Donc, moteur 2,5 litres, mais qui ne provient pas de chez Mazda, qui provient de chez Toyota, celui du RAV4. J'allais dire une chance, parce que c'est un moteur hybride qui est quand même assez frugal du côté de Toyota, puis le 2,5 litres chez Mazda, ben, c'est quand même un moteur que j'aime beaucoup, mais qui consomme pas mal plus. Ça, absolument. Mais ça va être spécial de voir une CVT dans un CX-50. Ah oui. On va retrouver... On reconnaît le véhicule pour un véhicule qui est agréable à conduire en CX-5, CX-50 et on va mettre une CVT dedans. Là, on va avoir... C'est ça. C'est pour la cause. Mais on va sauver 35% d'essence. Hey, c'est 6,2 litres au 100 qu'on annonce estimé là, de consommation. Ben, c'est la motorisation du RAV4. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on ait à peu près la même consommation pour un poids équivalent. Ça fonctionne. Ça va être quand même assez intéressant. Alors ça arrive dès 2025. Ouais. Puis ça risque d'attirer pas mal de clients chez Mazda, là. Même si on s'attend à une conduite peut-être un petit peu moins enivrante qu'un CX-5 turbo, là. Reste que 35% d'économie de carburant, ça va parler à bien des gens. Je suis d'accord. Chez Nissan, on a la technologie e-Power qu'on vend à l'international, donc technologie hybride dans le Rogue, qu'on appelle X-Trail sur d'autres marchés, mais on ne nous l'offre toujours pas. L'idée qu'on a eue chez Nissan avec le Rogue, c'est de lancer une version baroudeuse. Une version populaire. Une version Rock Creek qui donne le goût d'aventure. Et cette version, avant même que je lise le communiqué de presse, juste à regarder le camion, je m'imaginais les futures publicités de Karine Vanasse qui va nous vendre là, le rêve de l'aventure. L'aventure extrême. On va grimper le Kilimanjaro avec ça. Tu sais, ça va être... Tu le sais, c'est une tendance lourde dans l'industrie. Hein. Tous les constructeurs, quand il y en a un qui commence à le faire, d'autres se disent, ce segment-là peut fonctionner. Donc, on amène un véhicule pour rivaliser, un autre véhicule pour rivaliser. Et puis, le marketing est bon parce que ça donne la vitrine à ce véhicule-là que peut-être tu vas le voir, cette variante-là qui est tellement dispendieuse. Tu arrives au concessionnaire, tu te dis je ne l'achèterai pas, mais quand même, tu vas finir peut-être avec ce véhicule-là parce que justement, c'est une autre variante que tu vas choisir. Oui, mais c'est vrai qu'il y a belle gueule, là. On peut pas y enlever ça. Il est beau. Il y a belle gueule, mais... Il n'y a rien d'un aventurier. Tu sais, c'est pas un véhicule qui peut se comparer avec un Forester Wilderness ou avec un RAV4 Trail, par exemple. C'est pas la même chose. Ouais. On n'a que mis des pneus hors route dessus sur des routes 17 pouces. Du plastique autour des arches de roue. On a changé le look. On a mis un porte-bagages de toit tubulaire. Mais il n'y a pas de plaque de soubassement. Il n'y a pas de suspension retravaillée. Il n'y a rien de tout ça. Alors, c'est beaucoup d'esthétique. C'est ça. C'est un peu de la poudre aux yeux. Mais pour avoir un look qui est plus distinctif, puis des pneumatiques qui vont faire en sorte que tu vas consommer un peu plus. Avec ce superbe moteur à 3 cylindres turbo que Mazda nous propose. Bon, puis il y a une caméra sur 360 degrés avec un contrôle de descente en pente si jamais tu décides justement de ne pas rester au sommet du Kilimanjaro. Puis si ton chalet est plus bas, par exemple, à Laurentide, tu peux prendre le contrôle. Une chance que tu as ça. Bon, dernière petite nouvelle, et ça, j'ai été surpris de ça. Audi qui abandonne les A5 à 2 portières, autant décapotables que le coupé. Mercedes l'a fait avec le classe C, mais c'était pas un gros marché pour la classe C. Ouais, on l'a comme muté avec la classe E, coupé décapotable. On a fait la CLE. Exactement. Mercedes, qui est plus un intermédiaire, là, parce qu'elle est plus longue que la classe E. Oui, mais on chevauche. Là, les distinctions sont minimes, mais d'éliminer la A5 coupé et cabriolet, là, c'est une autre décapotable qui s'en va chez Audi. Il n'y en aura plus beaucoup. Là. Non, veut dire, en fait, il va rester quoi comme décapotable? Rien. Je pense que chez nous, là, c'était pas mal ça. C'était pas mal la seule. Ah oui. Il n'y a plus de décapotable chez Audi, là. Parce qu'on retire, évidemment, bon, R8 TT, c'est terminé. C'est tout. Il n'y a plus de décapotable chez Audi. C'est assez particulier quand même.
C'était des véhicules qui étaient introduits en 2008, là, qui donnaient une bonne alternative à la A4. Oui, absolument. Puis un look un peu plus sportif. Si quelqu'un préférait pas la berline, pouvait avoir on va conserver la 5 Sportback. La 5 Sportback reste, oui. Ça demeure, mais est-ce qu'on a des plans futurs pour venir remplacer le coupé? On ne nous a pas donné de détails, mais c'est peut-être un segment de marché. De marché, on en parle. Ouais. Hein, c'est des segments de marché qui sont en perte de vitesse. Puis pourtant, BMW connaît beaucoup de succès avec la série 4. Alors, tu sais, autant la Grand Coupé que le cabriolet que le coupé. Ouais. Mais chez BM, on conserve ça et on n'a certainement pas l'intention de l'abandonner. On l'a étiré, la 5, là. Ça fait plusieurs années qu'elle est là, mais on se serait attendu à une nouvelle génération. Alors, il n'y en a pas pour 2025, c'est terminé. On a appris ça tout récemment. Voilà. Le guide de l'auto. L'International des voitures anciennes de Granby arrive à grands pas. Évidemment, Louis-Philippe, tu y vas chaque année. Moi aussi, depuis plusieurs années. Oui, monsieur. J'ai un peu comme pas le choix. T'as beaucoup de véhicules là-bas. Oui, bien, je suis invité d'honneur de l'endroit, mais évidemment, c'est un rassemblement de véhicules plus grand que nature. C'est un événement qui est un peu difficile à décrire par rapport à tout ce qu'on va retrouver d'autre comme rassemblement de voitures anciennes au Québec. Il y en a qui se rassemblent à chaque semaine dans des stationnements de centres d'achat, puis c'est très correct, là. Mais un événement de cette ampleur-là, il n'y en a pas d'autres, c'est le plus gros au Québec. Oui. Et pour nous en parler, on est avec le vice-président de l'International des voitures anciennes de Granby, Alain Tourigny. Salut Alain! Salut les gars. Bonjour. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui parce que je sais qu'en ce moment, vous avez du pain sur la planche. Là, à quelques semaines de l'événement, il y a beaucoup de boulot, beaucoup d'organisation, j'imagine. Sûrement, puis entre autres, le téléphone ne rougit pas vu que je m'occupe entre autres de l'encan. Oui, OK. L'encan, on va y revenir un peu plus tard. C'est un truc qui est quand même assez important pour les voitures anciennes de Granby. C'est surtout une belle attraction aussi parce que même s'il y a des gens qui sont pas nécessairement acheteurs, il y a beaucoup de curieux qui vont aller faire leur tour, qui vont se procurer une carte juste pour pouvoir aller accéder à ça puis voir comment ça se déroule. Bon, d'abord, il faut mentionner, Alain, c'est quoi? 35 000 visiteurs par année, 3 000 à 3 500 véhicules par année qu'on retrouve sur place. C'est beaucoup d'organisations, mais il y a plusieurs attractions. C'est un événement où il n'y a pas que des voitures à voir, il y a un peu plus que ça, là. Entre autres, il y a le marché aux puces. Lui, il débute le vendredi jusqu'au dimanche. Ouais. Après ça, au niveau de l'exposition, t'as autant les autos classiques que les autos modifiées qui sont sur deux sites différents. Le dimanche, il y a un orchestre dans le château de l'Ancan, parce qu'il a entendu seulement que le samedi. OK. Donc, le dimanche, il y a 2 spectacles avec les baby boomers dans le château. OK. Et puis, évidemment, tu parles du marché aux puces. Il y a combien d'exposants cette année? On sait-tu? Il y a 500 terrains au marché aux puces. 500 terrains, il y en a qui en prennent. C'est lié à l'automobile. Oui, c'est ça. OK, tous les vendeurs sont liés de près de loin au monde de l'automobile. C'est ça. Je me souviens qu'à un certain moment donné, justement, il y en a qui avaient abusé puis qui commençaient à vendre des sacs à main et des trucs comme ça. Là. Ça a peut-être duré 1 an ou 2. Puis après ça, l'équipe a fait du ménage pour pas que ça réarrive. Là. Oui, il y a moyen de trouver autre chose, mais c'est concentré sur l'automobile. Puis moi, c'est mon plaisir coupable là, d'aller me promener là-dedans, de trouver des éléments de décoration, une radio d'une vieille bagnole, tu sais, toutes sortes de trucs auxquels tu penses pas. Puis, évidemment, il faut être ultra... Quand tu cherches une pièce, c'est pas nécessairement toujours évident de la trouver, puis ça se peut que tu sois chanceux que tu la trouves sur place. Mais c'est le fait que plusieurs personnes se rassemblent avec un même objectif dans un seul et même endroit. Ouais. Ça parle entre eux autres. Ah oui, je connais un tel qui pourrait peut-être t'aider, puis c'est du bouche à oreille, puis ça fait en sorte que ça finit par trouver ton morceau. Fait que c'est ça la beauté du marché aux puces. Et puis, l'autre truc dont je veux que tu me... Oui, vas-y Alain, excuse-moi. Je peux ajouter aussi des fois, en jasant avec les marchands, des fois la pièce n'est pas peut-être là, mais des fois il va y dire « je l'ai en stock ». Oui, c'est ça. On a un échange de coordonnées.
Oui, absolument. Ben, c'est vrai pour une pièce automobile, mais c'est vrai pour... bon, tu peux acheter des die-cast, tu peux acheter même des vêtements, les effigies automobiles, plein d'accessoires. Enfin, il y a beaucoup de commerçants qui vont se déplacer sur place, mais il y a des individus comme toi et moi qui peuvent louer un kiosque et décider de vider leur garage aussi. Fait qu'il y a un mix d'un peu tout ça là, qui peut être pas mal le fun. Ça fait du bien au garage des fois. Oui, ça fait du bien au garage, puis ça peut faire du bien au portefeuille aussi. C'est ça la beauté c'est ça la beauté de la chose. Parle-moi du Car Corral, Alain, parce que ça aussi, c'est un truc qui est quand même assez important pour les voitures anciennes de Granby. Bien sûr qu'il y a l'encan, mais il y a aussi la possibilité de mettre sa voiture à vendre dans un stationnement spécifique pour ça. Là. C'est ça, c'est le stationnement qui est adjacent à l'encan. Ça, c'est disponible toute la fin de semaine, à compter du vendredi jusqu'au dimanche. D'année en année, j'ai une centaine de voitures. Là, c'est vraiment le propriétaire qui s'occupe lui-même de vendre sa voiture. Les frais d'inscription, c'est de 100 pour les 3 jours. Ça inclut aussi l'entrée pour une personne. OK, donc si on veut vendre notre voiture sur place, ça coûte essentiellement 100 pour la vendre sur place et puis... Puis tu peux visiter l'exposition en même temps. Mais si elle n'est pas vendue, est-ce qu'on paie le frais de 100 quand même? Oui, hein? Oui. Oui, c'est ça. OK. Et puis ce qui arrive souvent, c'est que les gens qui n'ont pas vendu leur voiture à l'encan vont ensuite la déplacer puis l'amener dans le Car Corral. Donc, souvent, le dimanche matin, tu as plus de voitures qu'il y en avait le vendredi, juste parce qu'ils se sont ajoutés des voitures de plus. Fait que c'est une petite thématique. Bon, Alain, parle-moi de ton bébé, c'est l'encan. J'ai pas vu la liste encore des voitures qui seront à vendre, mais évidemment, moi, je me fais toujours un devoir de la consulter puis de peut-être m'intéresser à 2-3 voitures qui vont être là. Est-ce que la liste est sortie jusqu'à maintenant? Oui, présentement, là, au moment où on se parle, on a 39 photos inscrites. Tu peux voir, si tu vas sur le site des voitures anciennes de Granby, qui est vadmg.ca, tu descends le titre catalogue évolutif de l'encan 2024. Tu vas voir des photos des véhicules déjà inscrits. Et puis aussi, on peut voir sur le site de l'encanteur, parce qu'avec l'encanteur, depuis 3 ans, on peut miser en ligne. Il s'agit d'aller sur www.polus, avec un trait d'union à polus.com/encan. Et puis là, vous avez les autos qui sont inscrites. Donc, il y a les gens qui sont sur place qui peuvent voir la voiture. Parce qu'évidemment, quand la voiture arrive dans la tente, il faut expliquer aux gens un peu comment c'est fait. Il y a un grand chapiteau. Dans ce chapiteau-là, il peut rentrer, je sais pas moi, 4 ou 5 voitures. Mais on va en rentrer 2-3 à la fois. Il y en a une qui va être mise aux enchères. Pendant ce temps-là, tu peux avoir une autre voiture qui est juste en arrière. Les gens ont le temps de l'observer avant que la voiture passe sa ligne. Généralement, une voiture reste à l'encan combien de temps? C'est-à-dire, combien de temps ça prend avant qu'on dise adjugé ou non vendu? C'est jamais pareil. Il faut que si un auto, il n'y a pas d'intérêt. Pour que vendre la voiture, il faut qu'il y ait des mises. Si il n'y a pas de mise, c'est sûr qu'elle ne fera pas long feu sous la tente. Non, c'est ça. D'un autre côté, quand il y a plusieurs gens intéressés, là, en plus que je dois mentionner, toutes les autos sont inscrites avec réserve. Donc, l'encanteur, lui, quand il voit qu'il arrive proche de la réserve, c'est sûr qu'il travaille fort pour vendre la voiture. Ouais. Je dirais des fois, ça peut peut-être monter à 4-5 minutes là, quand il y a beaucoup de gens intéressés. Fois 50 voitures, puis généralement, c'est plus que ça. Là. Évidemment, il en reste à s'inscrire. On a encore quelques jours devant nous pour que les voitures puissent, pour que les gens puissent inscrire des voitures à l'encan. Et ça peut être autant des commerçants que des individus, hein? Oui, mais aussi au niveau du nombre, là, moi, je ne panique pas là, à 39. D'année en année, je roule juste l'an passé, j'avais 107 voitures. C'est ça, OK. Toujours au-delà de 75 voitures à l'encan. Et puis oui, c'est les vendeurs, les acheteurs, ça peut être autant des particuliers que des commerçants. Et puis il y a des règles aussi. Si quand une voiture se vend, tu dois donner un acompte minimal de 10%, comme tu peux payer l'auto au complet. Et puis sur les lieux, nous, on a les services de carte de crédit, carte de débit aussi.
Il y a même quelqu'un qui est présent pour faire les transactions aux immatriculations, là, Tony Transfert, qui est présent sur place pour pouvoir donner un transit temporaire puis que la personne puisse partir immédiatement avec le véhicule. Et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai déjà acheté des voitures à cet encan-là. Tu m'étonnes? Ben oui! La grosse brune, entre autres. Ben la grosse brune, ça, c'est la grosse histoire, c'est que je ne l'avais pas acheté à l'encan, je l'avais acheté juste après. Parce que je n'avais pas atteint la réserve. Puis après, j'étais allé discuter avec le gars, puis on s'est entendu. Mais j'avais aussi acheté une Camaro qui n'avait pas de réserve. Alors, je l'avais eu à super bon prix. Je sais que le vendeur était vraiment fâché. J'avais acheté une Camaro Z28 86 pour 3000$, quelque chose comme ça. Et puis, le vendeur était bien fâché, mais je pense qu'il avait comme oublié qu'il fallait mettre une réserve. L'an passé, il y a 2 ans, j'avais acheté une Mercury aussi à l'encan. C'est le fun de cette espèce de... C'est une expérience unique. C'est un challenge vraiment le fun, mais en même temps, c'est facile de s'emballer là, aussi. Oui. Surtout les émotions, là, quand ça rentre, puis tu veux le véhicule, long, hein? c'est pas long. C'est ça. Fait que tu vas faire tes devoirs d'avance, et puis, mais au-delà du fait que ce soit intéressant de pouvoir acheter des véhicules, c'est une attraction qui est le fun pour bien des gens. Même si tu vas pas là pour acheter un véhicule, juste le regarder puis voir les véhicules passer et savoir à quel prix ils sortent, c'est instructif, c'est super le fun à regarder. Ben oui, évidemment. Puis il y a autant de monde autour de la tente qu'il y en a à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment une attraction. Le samedi, c'est une attraction. Puis évidemment, toi, Alain, tu es évaluateur de voitures anciennes de profession aussi. Donc, tu es à même de voir les voitures qui ont plus de chances de se vendre que d'autres parce que, bon, il y en a qui poussent leur luck, puis il y en a qui sont plus raisonnables aussi là, dans leurs réserves puis dans leurs envies de vendre leur véhicule. Là. C'est vrai aussi pour le Car Corral. Là. Mm-hmm. Ça, entre autres, parce qu'il y a toujours un meeting le matin de l'encanteur avec les vendeurs. Et puis, on revient toujours sur la réserve aussi. Et puis, on est conscient que des fois, comme je dis souvent, la personne qui arrive là avec une valeur sentimentale, il y a des chances qu'il va partir avec. C'est bien dit. Bon. Évidemment, dès le vendredi, on peut amener sa voiture sur le site, le samedi aussi, le dimanche aussi, mais le dimanche, c'est une journée un peu différente dans la mesure où c'est la journée des jugements. Alors, explique-nous comment ça fonctionne. Bon, au niveau du jugement, premièrement, nous, on a toujours eu un problème d'espace, alors qu'il y a d'autres expositions qui vont prendre du 25 ans. Nous, on arrête le samedi à du 30 ans. Donc, les autos qui s'inscrivent, il faut que ce soit 1994 et moins dans les années. OK. Et puis, au niveau du jugement, c'est ça, les classiques sont jugés sur 400 points. Et puis, alors qu'au niveau des modifiés, c'est jugé sur 100 points. Et puis, au niveau des classes, on a 31 classes de classiques et puis 6 classes de modifiés. OK, fait qu'il y a un petit peu moins de classes qu'à une certaine époque. Là. Je me souviens qu'on atteignait presque les 50 classes à un moment donné. Là. Fait que ça a été réduit un peu. Là. C'est ça. Parce qu'il y avait des classes que, surtout dans les avant-guerres, là, à un moment donné, il faut des regroupements. Parce qu'on ne peut pas s'enclencher des regroupements. Des avant-guerres, il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins, oui, c'est ça. Parlant de ça, Alain, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on fait un peu à l'organisation pour trouver des nouveaux exposants, des nouvelles voitures? Je parle un peu, mettons, en Ontario, sortir du Québec, en Ontario, aller aux États-Unis, attirer un peu des nouvelles voitures, puisque des fois, nous, on en visite beaucoup des expositions durant une année, puis on revoit souvent les mêmes bagnoles. C'est correct, mais je pense que vous êtes un événement quand même assez prestigieux, mais j'imagine que vous faites quelque chose pour attirer une nouvelle clientèle, puis faire tourner ça là, année après année. Ben, disons qu'au niveau publicité, c'est sûr qu'au niveau des technologies, c'est sûr les sites Internet, ces choses-là, mais il reste toujours surtout en plus, là, vu qu'on fait de l'enquête en ligne aussi, et puis l'enquêteur, lui, a un accès du côté américain. Même si c'est Granby, c'est une ville francophone sur le terrain, à l'occasion, on entend parler
mais le fun. Ouais, c'est ça. Puis le fait que vous avez justement cet encanteur-là en ligne, ça aide, ça vous donne une espèce de vitrine là, à l'extérieur. C'est ça. Bon. Il y a évidemment une jeune génération d'amateurs de voitures qui n'ont pas connu nécessairement la même passion que nous, on peut avoir vis-à-vis des muscle cars, des voitures américaines des années 60, par exemple. On veut aller attirer aussi cette clientèle-là qui est peut-être plus passionnée par des voitures des années 80, par exemple, ou même début 90, par des voitures importées. Est-ce qu'on veut mettre plus d'emphase ou plus d'intérêt là-dessus? Est-ce qu'il y a plus de catégories de jugement pour ce genre de véhicule-là, par exemple? Ben, c'est pour ça qu'entre autres, tout à l'heure, je parlais de problèmes d'espace. Mais exemple, comme le dimanche, on accepte, même s'ils ne sont pas jugés, on accepte des autos de 25 ans. Donc, faut pas se cacher. Dans ce âge-là, oui, tu vas avoir un peu de tuning, ces choses-là, parce qu'attire les jeunes. Oui. Mais en même temps, il y a tellement de gens sur place, parce qu'il faut aussi expliquer qu'il y a un gros travail de bénévolat qui est fait par plusieurs personnes qui sont sur place pour tenter de diriger, contrôler tout ce trafic-là. Il y a du monde en ville, comme on dit. Ouais. Il en vient aussi au jugement des bénévoles puis des gens qui sont là d'accepter ou non un véhicule dans le cas où c'est peut-être un petit peu plus critique. Là. Y arrive-tu des situations où c'est pas nécessairement évident à gérer? Là? Ben, c'est sûr par exemple, les classiques qui arrivent à l'entrée-deux. Là. À l'entrée-deux, justement, c'est qu'on s'assure que, comme on dit, que l'auto est exposable. Hein? Fait que, puis ça arrive à l'occasion, puis on en refuse ou on est invité à aller plutôt dans le stationnement et près de l'entrée. Ouais. Et puis, juste de rentrer comme visiteur. Est-ce que c'est arrivé? Et puis qu'on parle aussi d'entrée, oui. On sait qu'à Granby, il y a toujours eu une problématique le matin, hein, surtout le samedi matin, là, pour faire rentrer les véhicules sur le terrain. Puis l'an passé, on a mis à l'essai, on a fait une deuxième entrée entre l'entrée des visiteurs, l'entrée 3 et l'entrée 2, on a fait une 2-8. Ce qui a fait que ça a beaucoup accéléré l'entrée sur le terrain. Et puis aussi, tout à l'heure, on parlait d'Internet, on encourage beaucoup les gens à se préenregistrer. Oui. Donc, quand les gens arrivent près du terrain, il y a justement des bénévoles dans la rue qui s'assurent qu'on fait deux lignes, autrement dit. On fait une ligne des gens inscrits et des non-inscrits. C'est sûr que ceux qui sont inscrits ont une priorité pour rentrer. On leur garantit qu'il va y avoir de la place aussi. Ça, c'est quand même... Ben oui, c'est ça, parce que si tu arrives trop tard dans la journée puis qu'il y a 4000 voitures, ça se peut que tu te stationnes dans la rue, malheureusement. Là. C'est arrivé à quelqu'un... C'est déjà arrivé. Ben oui. C'est-tu déjà arrivé qu'un gars... Cette année aussi... Oui. Cette année, la municipalité nous a accommodés aussi. Ils ont agrandi un peu près de la rue en allant vers l'usine de filtration. Fait qu'on va pouvoir en rentrer un petit peu plus. Ah, OK. Ouais. Fait que les gens vont marcher encore plus pour tout voir. C'est ça que ça veut dire. Parce que le step counter se laisse aller. Il est assez bon. C'est-tu déjà arrivé, Alain, qu'une voiture se présente sur place puis que la seule chose que vous ayez à dire au propriétaire, c'est allez vendre ça en pièces dans le marché aux puces? Je pense que c'est la seule bonne chose pour vous. Non, entre autres, moi, ce que je dis tout le temps avec l'enquête, c'est que l'auto, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Ouais. Mais dans le cadre choral, je pense que ça va arriver que j'ai des projets. Là, oui. Une carcasse qui est sur une remorque. Ouais, ça se peut. Mais il y a des gens qui arrivent. Moi, j'ai vu une fois une voiture là-bas qui était je pense que c'était une Volkswagen Beetle. C'est une Super Beetle, milieu des années 70, mais complètement démolie, toute rouillée, le cendrier bien plein. Tu sais, une affaire, là, ça n'avait pas de bon sens. Là, avec des pneus d'hiver en avant, des pneus d'été en arrière. Et il était rentré sur le terrain, puis tu sais, c'était vraiment
tu voyais à peine à travers des vitres là, ce qui te laissait deviner qu'il y avait beaucoup de substances illicites qui avaient été fumées à l'intérieur du véhicule. Je me disais, ouais, c'est pas une catégorie exposable, mais il est passé entre les mailles du filet. Puis ça arrive à 3500 voitures, des fois, tu fais bon. Ouais. Mais c'est pas sur ceux-là qu'on veut se concentrer, c'est sur les autres. Puis il y a bien des gens qui mettent énormément d'efforts, justement, pour amener leur voiture qu'elle soit... qu'elle brille comme un sous-neuf. Fait que ça aussi, c'est un point important. Ouais. Puis le coût d'entrée pour quelqu'un qui a une voiture, c'est pas cher. Là. Rentrer sur le site, ça coûte une dizaine de dollars. C'est 15 $. 15 pour exposer bon. une voiture, c'est 15 $. Ça te donne accès pour les 3 jours. Puis tu peux, dans la voiture, tu peux avoir 2 adultes, 2 enfants. Ah, ben, ça Mais les chiens ne sont pas acceptés. Je le sais parce que j'ai demandé à l'organisation cette année si je pouvais amener mon chien, puis ils m'ont dit non. mais tout ça pour dire que oui, c'est une belle attraction. On invite les gens à aller faire un tour sur place. Évidemment, c'est du 26 au 28 juillet prochain. Moi, je serai là tout le week-end, évidemment. Je vais amener quelques voitures. Pas la grosse brune cette année parce que la grosse brune est en morceaux. Oui, j'allais te demander. Ça va être un petit peu difficile. Elle est encore sur le lift. Elle est encore sur le lift, exactement. Mais oui, je vais amener d'autres voitures sur place et puis on invite les gens à venir faire un tour. Ça vaut la peine. Puis assister à ça, le jugement des véhicules le dimanche, c'est le fun aussi parce que c'est là qu'on regarde à quel point les gens peuvent être minutieux sur des détails dont bien des gens ne se soucient pas. Il y a de l'apprentissage à faire là-bas aussi. Merci Alain d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui puis on se voit très bientôt sur le site des voitures anciennes de Granby. Et au plaisir. Merci. Bye bye. Bye. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Louis-Philippe, bilan des constructeurs cette semaine. On a déjà parlé de Stellantis, de toutes les marques du groupe Chrysler. Oui. On peut plus dire Chrysler, mais c'est encore ça. C'est encore confortable de le dire. Et là, écoute, on a reçu évidemment les chiffres de vente des constructeurs en mi-année, c'est-à-dire après 6 mois en 2024. Et j'ai commencé à éplucher ça. Et déjà, je me disais depuis quelques mois, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe chez Stellantis? Tu passes devant un concessionnaire, les cours sont pleines, il y a des rabais dans les vitres. Tu sais, j'ai vu un 14 000 de rabais sur un Gladiator. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Là. Oui, c'est vrai, c'était chaud. Ça. J'ai fait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis soudainement, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent chez Stellantis qui est si hot que ça présentement? Quand tu regardes sur l'Internet, le catalogue de Chrysler, là, c'est tristounet. Là. Wow! Ben, en fait, il y a des produits qui sont véritablement intéressants, mais très ciblés. Oui. Et peu nombreux. Mais on n'a pas beaucoup. On n'a plus de véhicules grand public. Il n'y a à peu près rien en bas de 50 000 $. Je pense que le produit le moins cher dans tout le groupe Stellantis, bon, mis à part la Fiat 500e, c'est le Jeep Compass de base 4x2 à 41 000 $ que personne n'achète. Alors, mais qu'est-ce qui se passe chez Chrysler? Et là, on a appris cette année que le Ram classique disparaissait. Bon, évidemment, on Il est sait parti avec son ami. Charger Challenger, c'est terminé. On débarque déjà avec les Ram 25 avec les moteurs 6 cylindres en ligne. Il y a des produits qui se font... Bon, évidemment, Renegade, c'est disparu. Fiat 500X, c'est disparu. Il y a tout ce qui était un peu d'entrée de gamme, c'est parti. Charger, Challenger, je le mentionnais, c'était quand même des chiffres importants pour ce constructeur-là. Oui, ça va. Et la seule nouveauté récente qu'on a amenée, quand tu y penses... C'est le Hornet. C'est le Hornet et l'Alfa Romeo Tonale. Oui. Et ça, on ne peut pas dire que ce soit un succès nécessairement. Ouais. Bon, Alfa Romeo, ça fait du bien parce que les ventes d'Alfa Romeo sont en hausse de 28 % pour les 6 premiers mois de l'année, mais c'est uniquement dû au fait qu'on a un nouveau modèle. Ça. Bon, si je regarde les chiffres ici, on a vendu 174 Tonale hybride rechargeable, 84 non hybride rechargeable depuis le début de l'année. Ce sont de petits chiffres, mais ce sont des chiffres qui sont importants au Canada pour Alfa Romeo, où on a une poignée de concessionnaires. Ouais. Donc, on peut crier victoire pour ce produit-là jusqu'à maintenant, qui vient rivaliser avec des Porsche Macan, des Audi Q5, ce genre de trucs-là. Est-ce que c'est le premier véhicule que j'achèterais dans la liste? Non.
mais c'est quand même un produit qui se défend bien. Ouais. Et on a le même produit chez Dodge qui s'appelle le Hornet. On avait fait une émission au Guide de l'auto, d'ailleurs, sur le sujet. Et là, on sait que des concessionnaires Dodge, il y en a à peine un peu moins que des Tim Hortons. Il y en a partout. Pas compliqué. Et là, on n'en vend pas. Là, ça marche pas. Là, on n'en vend pas. Parce que regardez les chiffres de vente. J'ai ça devant moi. On a vendu 681 Hornet depuis le début de l'année, 419 hybrides rechargeables. Donc, essentiellement, 1000 Dodge Hornet en 6 mois. Ouais. Alors que c'est un véhicule qui se retrouve dans un segment où la compétition est très, très forte, où on devrait être capable d'aller chercher une clientèle. Mais tant qu'à acheter le Hornet, le monde se dit ils vont avec le Tonale. Moi, je pense que les gens ne savent même pas que ça existe. Les gens ne savent même pas qu'il y a un équivalent chez Alfa Romeo. Il y a bien des gens qui ne savent même pas qu'Alfa Romeo vend des voitures au Canada. Fait que c'est une autre histoire. Mais si tu connais ça un peu, tu te dis tant qu'à être là, tu vas aller chercher ce véhicule. Mais j'ai l'impression que Dodge a pensé que les gens pouvaient croire que Dodge est une marque prestigieuse et le produit ne peut pas se comparer avec un logo Dodge à un Audi, un BMW, un Mercedes ou même un Acura. On n'est pas là. Donc, on l'a échappé complètement et c'est constat d'échec pour le Dodge Hornet. Mais je pense qu'on s'en attendait un peu chez Dodge et comme on l'a déjà dit, d'ailleurs, c'est un produit de transition. Voilà, exactement. C'est un produit de transition jusqu'à ce qu'arrive la nouvelle Charger, les nouveaux produits de chez Dodge. Bon. Mais regarde la catastrophe. Jeep, depuis le début de l'année, 24 % de baisse de vente par rapport à l'année pour les 6 premiers mois de l'année par rapport à 2023. Parmi les ventes qui sont catastrophiques, Grand Cherokee baisse de 30 %. Ouais. Le Wrangler. Le Gladiator. Non, attends un peu. Le Gladiator, c'est 13 %. Le Wrangler, 33 %. Je me rappelle pas d'avoir jamais vu ça. Les prix n'ont pas de bon sens. C'est ça. Les prix sont exorbitants. Alors, à un moment donné, ça commence à faire mal. Et il ne faut pas oublier que le Wrangler avait droit à des retouches cette année. Là. Mais en moyenne, on le vendait 6 000 $ de plus. Les gens ont lancé la serviette. C'est ce que ça veut dire. Et le seul véhicule, ça c'est un peu drôle, le seul véhicule qui a droit à une augmentation de vente cette année, mis à part le Grand Cherokee L, mais c'est du petit volume, c'est le Compass, qui, lui, a vu ses ventes exploser de 40 %. Celui qu'on parlait tantôt. Pourquoi? Parce que les compagnies de location en ont acheté. Il n'y a pas de vente au détail là-dedans. 4300 copies, puis là-dedans, 4000 sont allés chez Enterprise, chez Budget et Avis. C'est pas plus dur que ça. Et si tu regardes RAM, maintenant, on divise, c'est intéressant parce qu'on divise les ventes de RAM DS et DT. RAM DS étant le RAM classique. Là, évidemment, 23 % de baisse de vente, mais c'est encore le produit le plus populaire de la famille parce qu'on vendait 13 400 RAM classiques en 2020, pour les 6 premiers mois de 2024 contre 10 000 RAM, je ne peux pas dire une nouvelle génération, mais les RAM DT. Alors, on vend encore aujourd'hui plus de RAM classique que de RAM régulier. Et le RAM régulier, c'est 39 % de baisse de vente par rapport à 2023. Ça fait mal, pas à peu près. Puis il s'en va, le RAM classique. Le RAM classique s'en va. On ne le remplace pas. On modernise le RAM plus récent ou de nouvelle génération. Et ce camion-là coûte encore plus cher. Alors, ça va être une dégringolade catastrophique parce que pendant ce temps-là, GM et Ford, eux, en vendent des camions. Eux autres aussi subissent de légères baisses de vente parce que, bon, les inventaires sont là. L'économie étant, ça fait un peu plus mal, mais pas une baisse de 40 %. Là. 40 % de baisse de vente. C'est la réponse aussi aux nouvelles motorisations pour le RAM. Là, du côté du RAM 1500, c'est la clientèle émise. Je suis pas persuadé parce que je veux dire le RAM est arrivé le RAM avec le nouveau moteur à 6 cylindres est arrivé au mois de juin. Donc c'est un résultat de dernière minute. Mais ça va pas aider, je pense. Ça va pas aider, puis je pense que RAM a peut-être mal fait son marketing avec ses produits. On a tout mis l'emphase sur les classiques pour les liquider, mais on a oublié qu'il y avait un autre modèle qui était assez important. Puis les gens, écoute, là, pour que tu vendes 10 000 pick-up en 6 mois dans un segment qui est super populaire, il ne faut pas oublier que
l'année passée, en fait, on a vendu, c'est pas compliqué, là. Si tu combines les ventes, je regarde ça grosso modo, on a vendu 30 000 camions, 30 000 RAM pick-up depuis le début de l'année au Canada. Fait x2, ça fait 60 000. L'année passée, on a vendu 76 000 camions RAM. Fait que déjà là, on est en sérieuse perte de vitesse. Puis pendant ce temps-là, GM vend 120 000 pick-up et Ford 125. Fait que on est en perte de vitesse sérieusement. Ça va vraiment pas bien. Bon, Alfa Romeo, Fiat, ce sont des chiffres symboliques. Il n'y a rien qui se passe là. Mais la Fiat 500... J'ai hâte de voir. On commence à en voir quelques-unes sur la route, des Fiat 500 électriques. C'est pas des véhicules à volume, puis c'est surtout pas des véhicules profitables pour le constructeur. Ça donne, ce qu'il faut vendre, c'est Ram et Jeep, et malheureusement, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Fait que le bilan que j'en fais, c'est que ça va très mal et on a urgemment besoin de nouveaux produits. On nous a promis un nouveau Compass qui est supposé être fabriqué à une usine modernisée de Brampton, en Ontario. Quand est-ce que ça arrive? Aucune idée. On n'a pas de son, pas d'image. Tout ce qu'on sait, c'est... À part ça, c'est Charger, Challenger, puis oui, etc. mais ça va être des machines à 80 000 et plus. Dans les nouveautés, là, c'est ça. Il n'y a pas de... Une Charger avec un 6 cylindres, ça va minimalement coûter 60 000. Puis électrique, c'est 80 000 et plus. Donc, est-ce qu'on est capable de juste vendre des véhicules de ce prix-là? Parce qu'on est rendu dans une échelle de prix, là, si tu regardes des produits chez Stellantis, c'est une échelle de prix comparable à ce qu'on a chez BMW. Là. Parce que BMW va vous vendre un X1 à 45 000 $. Et qu'est-ce qu'on a chez Jeep à 45 000 $? Un Compass Sport. C'est ça, là. C'est assez particulier de voir où on s'en va. Ça fait très, très mal et j'ai hâte de voir comment on va se débrouiller pour réussir à vendre des véhicules. Là, il faut se retrousser les manches. Les concessionnaires jappent et avec raison. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Antoine, il y a 2 semaines de ça, j'étais assis dans ta chaise parce que tu étais en Espagne pour faire l'essai d'un véhicule que j'attendais vraiment, vraiment tes impressions, la nouvelle Porsche 911 2025 avec la technologie hybride. Ouais, première technologie hybride appliquée à une Porsche 911. Je me suis amusé à aller voir les commentaires des gens sur Internet. Et les puristes, là, crient au meurtre. D'avoir une technologie hybride dans une Porsche 911, c'est un contre-emploi, ça n'a pas d'allure. On n'aura plus de fun, c'est terminé. J'étais un peu sceptique de voir comment on allait travailler ça et surtout de voir quel était le véritable objectif de Porsche avec cette technologie-là. Parce que, dans les faits, tout au long de la présentation, en fait, durant les 2 jours où on a pu conduire les voitures, jamais il a été question de consommation de carburant. On ne nous a pas donné de cote officielle. On ne nous a pas dit que c'était beaucoup plus efficace que par le passé. L'objectif de l'hybridation, c'était pas ça. Ce qu'on nous a vanté, c'est l'addition de performance pour une voiture qui monte en gamme, parce qu'on applique ça à la GTS, qui est la version qui est la plus en vogue. C'est-à-dire que on le sait, toi et moi, la GTS, ça a toujours, depuis 2010, depuis que c'est sur le marché, ça a toujours été le parfait équilibre. Tu veux de la performance, tu peux la conduire à tous les jours. C'est ça. Sans que ce soit une voiture trop radicale, c'est une voiture qui est très, très, très précise, équilibrée, performante, poussée sur le plan mécanique. Et là, ben, on repousse ça d'un cran. Je te dirais même que la GTS, elle devient pas plus pointue, mais tu essaies une GTS puis tu fais, mais pourquoi j'achèterais une turbo? T'sais, on est rendu là parce que les chiffres d'accélération sont les mêmes. On est à 3 secondes pile pour le 0-100. On a plus de puissance aujourd'hui qu'on en a dans une GT3 RS. Alors, c'est dire à quel point c'est performant. Puis chez Porsche, on a mis tout ce qui vient avec GTS dans cette voiture-là. Donc, c'est gagnant-gagnant. Oui, absolument. Donc, la voiture prend 50 kilos parce qu'on ajoute une technologie hybride. Elle est PDK seulement parce qu'on ne peut pas jumeler la motorisation hybride avec une boîte manuelle. Ça permet de mieux contrôler aussi les émanations polluantes, les gaz d'échappement, bon, etc., d'avoir un meilleur rendement énergétique aussi qu'une manuelle. Mais ce qui a été assez particulier, c'est qu'on nous a fait... on nous a fait conduire la voiture sur le circuit d'Ascari,
qui est un circuit fantastique avec des dénivelés, des longues courbes inclinées. Mais on nous a aussi fait conduire une 911 Carrera 2025. Donc, une voiture qui fait maintenant 394 chevaux, si ma mémoire est bonne. Je me trompe peut-être de quelques chiffres, là. Mais une voiture qui est franchement impressionnante. Mais après plusieurs tours de piste, les freins de la 911 Carrera régulière, tu vois que ça s'est chauffé un peu. On commence à le sentir. Alors que la GTS, qu'on appelle T-Hybrid pour turbo hybride, tu as les freins de la turbo maintenant. Oui, fait que même avec le 50 kg, c'est pas un problème. Fait que le 50 kg, tu le sens par rapport à la Carrera régulière, c'est sûr, parce que la voiture est quand même plus lourde. Surtout si tu prends une version à 4 roues motrices. Et je te dirais que d'avoir fait du circuit, d'ailleurs, avec des modèles à 2 et à 4 roues motrices, ça m'a juste prouvé que je ne prendrais jamais une Carrera 4. À moins de vouloir la rouler toute l'année durant, là. Bon, il y a des gens qui vont vivre, par exemple, dans le milieu des États-Unis, qui vont dire, bon, ben moi, je veux conduire cette auto-là toute l'année, ça se peut que j'aie des conditions pas toujours évidentes. Là, tu vas opter pour le 4 roues motrices. Mais chez nous, à moins que ce soit quelqu'un de radical qui la roule l'hiver aussi, tu prends une 2 roues motrices. Là. Si c'est un jouet d'été, tu prends une 2 roues motrices. C'est plus léger, c'est plus précis. Et c'est bien balancé. C'est bien balancé, puis il y a moins de sous-virage. Sur circuit, en tout cas, c'est ce que j'ai pu sentir. Mais la voiture est rasoir. Il y a une suspension, évidemment, qui est dynamique sur une GTS que tu n'as pas sur un modèle de base, qui fait en sorte que tu n'as aucun roulis. Tu as les 4 roues directionnelles. C'est une catapulte en accélération. Et ça fait 532 chevaux. Tu as une cinquantaine de chevaux là, qui provient du moteur électrique. La balance, c'est un nouveau moteur 3.6 litres pas atmosphérique, turbo compressé, bien sûr, mais avec un turbo électrique. Donc, ce turbo-là permet d'éliminer toute forme de turbo-lag, de délai d'activation du turbo, et permet aussi de régénérer de l'énergie en décélération pour aller emmagasiner de l'énergie dans cette batterie d'1,9 kWh que tu vas retrouver sur l'essieu avant. Donc, tu as la batterie à l'avant. Tu as la batterie à l'avant. Tu as évidemment tout le filage qui va passer à travers le cadre de la voiture. Après ça, la transmission PDK, à l'intérieur de laquelle est juché le moteur électrique où normalement tu trouverais le plateau d'embrayage. Ce qui veut dire que tu ne peux jamais rouler en électrique. Parce que la voiture, dès que tu relâches le frein, le moteur à essence se met en marche et vient être assisté avec le moteur électrique. Donc, c'est vraiment l'hybride au profit de la performance et c'est totalement réussi comme exercice, mais c'est plus performant que c'était. Et j'ai l'impression qu'on va rendre peut-être la 911 Carrera S encore plus performante et qu'il y a peut-être des gens qui se procuraient des GTS dans le passé qui vont faire « Ouais, ben là, ça commence à être pas mal poussé. En plus, il y a plus de technologie. Je vais peut-être rester dans une S ou même dans une T qui va arriver prochainement aussi. » Parce que ces voitures-là sont capables d'offrir un niveau de performance exceptionnel sans l'hybridation, sans cette nouvelle technologie-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être réfractaires au changement. Oui, absolument. Mais attendez-vous à ce que cette technologie hybride-là se retrouve appliquée à bien des nouveaux modèles de la grande famille 911 et probablement à d'autres véhicules d'origine Porsche là, qui vont être lancés dans les prochaines années. Oui, c'est sûr. On nous a rien dit, évidemment, sur les 718. Mais ça se fait attendre, les 718 électriques, les rumeurs de l'électrification de ces modèles-là, ça se fait attendre beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ça? On ne le sait pas non plus. En attendant, la 911 T-Hybrid, ça arrive incessamment. Ça part à 182 900 pour le coupé propulsé. Pas d'option. La voiture que j'ai roulée, c'est un coupé propulsé avec 45 000 d'options, plus la taxe de luxe, plus ci, ça. On était dans les 250 000 $. Et si vous voulez une décapotable ou une Targa en 4 roues motrices, ben là, ça part à 206 000. Donc, l'échelle est de 183 à 206, à part les frais de transport préparation à 1 an. Puis, évidemment, tu le sais, tu rajoutes toujours 30-40 000 d'options chez Porsche. Mais pour ceux qui pensent que l'hybride est dénaturé, la 911 est dénaturée, là, ça m'aurait vraiment étonné que ça soit le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est un petit peu plus lourd, oui, mais
on compense avec une puissance accrue. Toi, de ton côté, tu as conduit la CLA 45. Oui, la Mercedes-Benz CLA, qui est la CLA, évidemment. Voiture d'entrée de gamme là, chez Mercedes, évidemment, dans son ensemble. Par contre, on aurait greffé toutes sortes de petits modèles. Hein. Il y a la CLA 250 qui est celle qui est d'entrée de gamme, qui se charge un peu de ramasser des clients chez Mercedes. Qu'on rapatrie de la clientèle qui achetait de la classe A aussi. Oui, ça, exactement. Puis, il y a une voiture qui est quand même qui a été améliorée là, au fil des années. Ouais. AMG 35, c'est tout des 2 litres, 4 cylindres 2 litres avec assistance hybride. Puis là, après ça, AMG 45 S, qui est celle que j'ai eu l'occasion d'essayer. Ouais. Un véhicule qui n'est pas de tout confort, hein, dans tous les moyens, parce qu'on a, c'est AMG, ça sort avec la suspension, puis c'est pas un véhicule qui n'offre pas de confort. Et bon, les sièges, etc. Puis même en arrière, là, à cause de la carrosserie coupée, c'est limité. Par exemple, très performant, on parle de je pense, c'est 416 chevaux, 369 livres-pieds de coupe. C'est un 4 cylindres, un des 4 cylindres les plus performants du marché chez Mercedes-Benz. Comme on disait, pas très confortable, mais un véhicule qui est le fun à conduire. Je sais pas qui achète ça exactement, parce que quand tu es dedans, c'est pas une voiture de luxe. Hein. Il y a beaucoup de badges AMG partout. Il y a beaucoup de lumière, d'ambiance. C'est très tape à l'œil. Fait que c'est une clientèle qui est quand même assez spécifique là, qui achète ça. Super le fun à conduire. Pas dans le grand confort, puis très tape à l'œil, mais un véhicule que je trouve la CLA qui s'améliore à cause de toutes ces petites variantes-là qui s'ajoutent. On parle de 92 500 $ pour le véhicule que j'ai essayé. La CLA commence à 50 000, un peu plus haut que 50 000 $ la 250 pour une CLA. Fait que on est rendu loin dans la gamme CLA. On donne un échantillon un peu de qu'est-ce qu'on peut avoir avec AMG. Puis c'est ça qu'un véhicule d'entrée de gamme qui a la vocation d'aller chercher des clients peut faire. Comme 3 Elantra N pour ce prix-là. Écoute, puis c'est extrêmement agréable à conduire aussi, l'Elantra N. J'exagère, là. Mettons, t'en as 2,5, là, mais bon. Ouais. Merci, Louis-Philippe. Merci, Antoine. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca. Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à carfax.ca.